Merci beaucoup. Merci à toutes et tous d'être avec nous aujourd'hui. En fin de compte, on va se présenter, ça ne sera pas long, mais d'abord, on voulait juste peut-être préciser que vous allez voir que notre présentation, en fin de compte, est issue d'un processus de recherche là, qui s'est étalé sur plus de 3 ans avec des adolescentes et des adolescents en situation de minorisation. Et vous allez voir, en fin de compte, que un récit de pratique et un récit de nos bouleversements, états d'âme et constats de besoins d'ajustement et de redressement face, en fin de compte, à divers murs que nous avons pu frapper. Donc, sans plus tarder, là, qui nous sommes. En fin de compte, je laisserai Geneviève commencer le qui nous sommes. Coquine. Alors, moi, c'est Geneviève Lessard. Je suis professeure à l'UQO en adaptation scolaire. J'ai fait différentes recherches, d'abord vraiment très ancrées dans la didactique des maths. Ça, j'ai fait des projets en classe d'accueil avec des jeunes au primaire. On en a fait au secondaire aussi. Et ce que je me rendais compte, dans le fond, c'est que le vecteur ou l'élément commun de toutes les recherches que j'ai menées, c'est souvent justement avec des populations vulnérables, minorisées. Et mon but ultime ou la finalité ultime, c'est d'en venir à réussir à valoriser ces populations-là et d'essayer, donc, si on change les conditions, l'environnement, qu'on puisse leur permettre de montrer autre chose et de s'intéresser davantage à qui ils sont comme personnes et non uniquement comme élèves. Donc, en gros, je vous dirais que c'est pas mal ce qui m'alimente. Moi, c'est Stéphanie Demers. J'étais au 2 décembre, au 2 septembre, pardon, dernier professeur au département des sciences de l'éducation avec ma collègue Geneviève. Je suis depuis quelques jours, en fait, dans un poste de direction au centre de soutien et d'innovation en pédagogie universitaire de notre université. Mais j'ai eu le grand bonheur de collaborer avec Geneviève sur certaines des recherches dont elle parle. Et en fin de compte, mes intérêts de recherche sont autour des fondements de l'éducation et portent beaucoup sur justement le pouvoir d'action des personnes, acteurs, actrices du milieu scolaire, universitaire, même jusqu'au préscolaire, là, de leur pouvoir d'action. Et particulièrement lorsque ces personnes-là se trouvent en situation justement là, d'être minorisées, puis peut-être juste rapidement vous dire de quoi on parle lorsqu'on parle de minoriser. En fin de compte, pour nous, la minorisation, c'est un processus qui fait en sorte qu'il enlève du pouvoir, que le pouvoir est retiré ou nié ou refusé à des personnes en raison de certaines caractéristiques qu'elles peuvent avoir en commun. Et en fin de compte, les enfants, les adolescents, les adolescentes sont particulièrement touchés par ce phénomène de minorisation où on considère qu'ils n'ont pas le droit de citer, qu'ils ne sont pas assez matures, qu'ils ne sont pas assez connaissants pour pouvoir participer comme les personnes à part entière qu'ils et elles sont à différents processus. Donc, voilà un peu qui nous sommes et vous, recule le nom de un, s'il te plaît. En fin de compte, on est très mobilisé par les concepts que Carl Rogers avait avancés dans l'idée de la relation avec les autres comme étant une relation qui devait être authentique, cohérente et congruente, en fin de compte. Et puis, ce sont les valeurs là, que l'on porte lorsqu'on est dans nos relations pédagogiques et de recherche, je dirais. Ah, merci. Donc, vous allez voir le plan de cette rencontre aujourd'hui. On va d'abord aborder la recherche collaborative, donc un peu des fondements, les différentes étapes, pour plus rapidement aller vers des préoccupations éthiques qui nous ont occupés pendant qu'on menait cette recherche-là, et puis les transformations méthodologiques que cela a impliquées pour finalement regarder un peu les dispositions des chercheurs tout au cours de ce processus là. Donc, en fin de compte, en ce qui concerne la minorisation, bien pour nous,
lorsqu'on travaille avec les adolescents et les adolescentes, et plus particulièrement dans le cadre de cette recherche, nous travaillons avec, ce projet de recherche s'est inscrit en fin de compte dans une école qui était dédiée aux élèves qui accusent un certain retard ou qui sont considérés comme étant en retard et qui sont considérés comme étant en difficulté d'adaptation socio-scolaire. Je mets l'accent sur le fait qu'ils sont considérés comme tels parce que souvent, il y a eu un apport de l'école dans la construction de ces difficultés scolaires-là. Donc, ça, c'est important de préciser que lorsqu'on dit en difficulté ou en retard, c'est vraiment le regard qui est porté de l'extérieur sur leur parcours scolaire et sur eux comme dans leur rôle d'élève. En plus de ça, donc, ils sont des adolescents, des adolescentes qui sont souvent justement là, peu écoutés et placés dans des situations où ils sont peu considérés sur le plan de leur pouvoir d'action. Et finalement, cette école se retrouvait en milieu appauvri, c'est-à-dire vraiment là, des personnes qui vivaient dans des conditions socio-économiques là, plus complexes et difficiles. Ce qu'on a retrouvé, en fin de compte, dans ce processus de minorisation auquel ils étaient confrontés, c'est que ce sont des jeunes qui sont essentialisés, c'est-à-dire qu'on les reconnaît seulement par une ou deux caractéristiques qui, en fin de compte, viennent à les définir. C'est que ce sont des jeunes, par exemple, on va dire, bien, c'est des jeunes en difficulté scolaire. Donc, ça devient ce qu'ils portent comme étiquette ou comme identité, puis on néglige le reste de la personne. Ou on va dire, en fin de compte, que bien, dans ce milieu-là, ce sont des jeunes qui ne s'intéressent, par exemple, qu'au hockey et au skidoo. On s'est fait dire ça en passant. Et donc, ce ne sont pas des personnes qui peuvent participer à des projets ou quoi que ce soit là, qui seraient plus exigeants sur le plan culturel ou intellectuel. Donc, à notre sens, cette minorisation-là aussi fait état d'une injustice épistémique, herméneutique et de témoignage, c'est-à-dire cette idée on considère que ces adolescents, ces adolescentes, ces personnes ne sont pas capables de témoigner de ce qu'ils connaissent et de ce qu'ils vivent et ne sont pas non plus capables de donner sens aux expériences, donc ne sont pas des sujets connaissants. À cet égard-là, du moment où on les classifie avec leur étiquette dans le front, élèves en difficulté, élèves de milieux socio-économiques appauvris, qui ne connaît rien, on se rend compte qu'on vient d'enlever le pouvoir d'agir sur et pour ces apprentissages à ces élèves, c'est-à-dire que ces élèves, ces personnes perdent leur agentivité, leur pouvoir d'agir. Donc, c'est un peu dans cette considération-là de la situation et du contexte qu'on a conçu l'idée d'y aller avec une recherche-action. Pourquoi? Parce qu'on voulait redonner son pouvoir à l'élève. Puis ici, j'ai mis le terme « redonner » en rouge, puis vous verrez pourquoi. Ça l'explique plus tard, les modifications qu'on a faites. Donc, l'idée, c'était de proposer et mettre en place un dispositif d'enseignement-apprentissage visant à accroître leur engagement et leur persévérance scolaire. Donc, à partir, dans le fond, d'un modèle théorique de motivation, et je verrai plus tard là, les différents éléments qui étaient considérés, mais on voulait notamment accroître leur perception de contrôlabilité, donc en écoutant leur voix et en leur donnant un certain pouvoir. Comment ça s'est traduit, encore une fois, pour la recherche-action? C'était l'idée que, dans le fond, on veut rapprocher chercheurs et théoriciens, dans le fond, chercheurs et praticiens, pardon, dans le cadre de cette recherche-là. Et l'idée de parler ou de témoigner les différentes relations permet de jauger un peu de la place que chacun devrait prendre au sein de ce projet-là. Donc, on parle de faire de la recherche pour traduire, en fait, cette idée-là, que ça doit être destiné autant aux praticiens qu'aux chercheurs. On parle de la recherche sur, parce qu'effectivement, ça traduit des connaissances de la milieu pratique, mais qui sont liées au savoir, à l'action dans les milieux complexes, et finalement avec, parce qu'on dit que c'est le seul moyen d'arriver. Donc, pour nous, si on voulait
offrir quelque chose qui allait vraiment augmenter la persévérance, l'engagement des élèves. Il fallait le faire avec les enseignants, sur et pour eux. Donc, c'est cette idée-là qui nous animait. Alors, à différentes phases, dans le fond, le rôle ou les responsabilités étaient partagées. Par exemple, au départ, on parle de la co-situation. Donc, l'idée de déterminer la problématique. Pour nous, on était déjà dans le cadre d'autres projets dans l'école, dans ce milieu scolaire-là. Alors, ça nous a aidé déjà à le prédéfinir au départ. Et ensuite, à faire une proposition aux enseignants, puisqu'on avait identifié une opportunité qui était la création de balado-diffusion culturelle et qui allait être, par exemple, qui était à l'échelle provinciale, puis destinée à toutes les populations, donc pas spécifiquement à celle-ci. Donc, on a essayé de rejoindre et voir si c'était une préoccupation qui rejoignait aussi le milieu. Et au fur et à mesure, donc, les différentes phases, les gens devaient être partie prenante. Donc, on a dit, au terme de ces premières rencontres-là, on a dit, OK, on va concevoir, mettre à l'essai, ça c'est notre objectif de recherche. Là, je ne rends pas compte de tous les objectifs puisqu'on a les objectifs plus pour les praticiens et pour ceux de la recherche. En ce qui concerne la recherche, on disait, bien, on veut concevoir, mettre à l'essai et évaluer un dispositif de création de balado-diffusion culturelle. On avait un beau cadre théorique avec 10 facteurs de motivation. J'aime bien que Sophie, Stéphanie. Donc, les activités devaient être signifiantes, diversifiées, représenter un défi pour l'élève, amener la réalisation d'un produit authentique, exiger un engagement cognitif, responsabiliser l'élève en lui permettant de faire des choix, permettre à l'élève d'interagir et de collaborer avec les autres, avoir un caractère interdisciplinaire, comporter des buts et des consignes claires, se dérouler sur une période de temps suffisante. Donc, on voit déjà qu'on mobilisait beaucoup plus les enfants, les adolescents, qu'ils ne le sont habituellement. Et pour ça, pour arriver à terme avec atteindre nos objectifs, bien, on avait prédéterminé différents outils de collecte de données. Autant des grilles d'observation. Nous, quand on allait à la classe, on avait une belle grille qu'on pouvait cocher en fonction d'indicateurs observables et mesurables. On avait le journal de bord des chercheurs et des enseignantes, on avait des enregistrements audio et on avait un cahier de l'élève qu'il devait remplir. Alors là, c'est là qu'on rencontre la première cassure et le premier glissement, parce que derrière toutes les belles intentions qu'on avait de partager ce pouvoir-là ou de donner du pouvoir, et on voit avec cette citation-là de Gagné, qui dit qui rappelle que le préfixe « co » à chacune des étapes ne devrait pas être conçu comme une exigence de participation des praticiens à l'ensemble des étapes formelles habituellement associées à une recherche. Donc, c'est là qu'on s'est aperçu que ça commençait à nous poser problème parce qu'on devait définir, dans le fond, qu'est-ce qui appartenait vraiment aux chercheurs, qu'est-ce qui appartenait vraiment aux praticiens, et de là, reconnaître une certaine forme d'expertise à chacun, mais du coup, de travailler de façon plus décloisonnée que ce qu'on aurait voulu faire. Et comment ça s'est traduit dans notre recherche? Bon, au départ, l'élève, qu'est-ce qu'il faisait? Il agissait comme indicateur de la motivation. C'est-à-dire qu'on pouvait regarder chez lui, est-ce qu'il est motivé, est-ce qu'il est engagé, tout ça, pour pouvoir atteindre et faire les ajustements de notre dispositif. Donc, on voit qu'il y avait justement différentes activités. Au départ, on voulait comprendre qu'est-ce qu'ils aimaient. On a utilisé un questionnaire pour aller chercher leur centre d'intérêt. Ensuite, on a offert différentes présentations très, très variées. On avait autant des slameurs, on avait un monsieur qui venait de la CEPAC. Donc, différents formats, différents présentateurs extérieurs pour permettre à l'élève de faire des choix sur ce qui l'intéressait puis ce qu'il avait envie de faire dans le cadre de son balado, qui pouvait être de formats très différents, puis explorer un thème de son choix. Ensuite, on lui donnait cette opportunité encore là de choisir, mais de construire la grille d'auto-évaluation à partir du moment où il déciderait que son produit lui convenait. Donc, il devait aussi... Oui, vas-y. Qui devait témoigner aussi de son engagement dans ce processus-là.
Donc, si je peux juste faire une parenthèse, vous m'avez peut-être vu rire pendant qu'on décrivait les différentes étapes, c'est qu'en fin de compte, avec le recul, on se rend compte à quel point on est rentré dans tout ça avec un cadre qui est très dicté par demande de subvention, par la structure traditionnelle de la recherche, y compris la recherche collaborative. Et vous avez sans doute remarqué que jusqu'à présent, le seul rôle la seule participation des adolescentes, des adolescents, c'est vraiment là, de pouvoir agir comme indicateur pour valider un outil didactique, c'est-à-dire un outil d'enseignement-apprentissage. Ils ne sont pas dans la co-situation. On est vraiment juste avec les enseignantes, les enseignants. Puis, en fin de compte, ils ne sont même pas les sujets de la recherche parce que c'est vraiment c'est l'outil à ce moment-là qui était le sujet de la recherche. Donc, vous pouvez peut-être déjà anticiper là où on a eu des difficultés. Puis, je reviens sur ce que Geneviève disait, chacun son rôle. C'est vraiment les enseignantes ont ce rôle-ci et cette expertise-ci qui ne jamais va croiser vers celle des chercheuses qui ont leur propre expertise. Donc, c'était vraiment des frontières étanches. Puis, là, maintenant, on a ce regard-là, mais certainement, quand on était ensemble, comme on disait, il y avait beaucoup, juste proposer ça pour cette population-là, c'était déjà un grand pas qui, habituellement, on ne les écoutait pas du tout. Fait que nous, on avait l'impression, justement, cette impression-là de hey, on leur permet de faire beaucoup de choix, ils peuvent choisir ça, ils peuvent choisir le format, ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Donc, ça nous motivait, ça nous emballait aussi quand même de faire partie de ce projet-là, puis de travailler avec les enseignants. Parce qu'il y a beaucoup d'autres projets, il y a des projets qui sont encore où on ne les écoute même pas du tout, les enseignants. Tandis que dans ce cas-ci, par exemple, c'est les médiatrices, on faisait des rencontres de groupe entre chercheurs et enseignants pour voir, bon, mais finalement, on voit que cette caractéristique-là, est-ce qu'elle est respectée dans le dispositif? Qu'est-ce qu'on peut changer? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Qu'est-ce que vous avez vu chez vos élèves? Donc, ça, c'était le rôle des enseignants. Ils étaient les médiatrices entre le cadre théorique puis le contexte de classe. Tandis que nous, on était les experts du cadre théorique puis d'évaluatrices du dispositif. Stéphanie? J'étais plus sûre. J'étais en train de parler en plus sans mon micro. Donc, en fin de compte, on était vraiment cantonnés dans les rôles qui sont fixés dans une conception traditionnelle de la recherche, c'est-à-dire ce rôle d'expertise-là, qui, en fin de compte, arrive à créer une division effective du pouvoir, ce qui est contraire à ce qu'on voulait faire, en fin de compte, parce que, puis on va revenir sur l'idée de redonner le pouvoir, alors qu'en fin de compte, on est qui, nous, pour déterminer qu'on a le pouvoir de donner le pouvoir. Puis, en fin de compte, on s'était donné le pouvoir justement d'être en interaction avec les élèves dans la salle de classe. On se trouvait hot, je dois dire, là, de pouvoir être assis avec eux, puis discuter ouvertement, puis d'être dans un processus qui leur donnait justement beaucoup de choix. Mais en fin de compte, on ne leur avait pas demandé, on ne les avait pas consultés, on ne les connaissait pas comme autre que ces élèves assis à leur pupitre dans la classe. Donc, ce qu'on ne voyait pas, en fin de compte, c'est ce qu'on n'avait pas fait, c'était cette étape de les reconnaître comme personnes pour apprendre à les connaître comme des personnes plutôt que juste les réduire, en fin de compte, au rôle qu'ils occupent lorsqu'ils sont des élèves. On s'est rendu compte, là, en fin de compte, qu'on faisait preuve d'arrogance épistémique parce qu'on arrivait avec ce cadre théorique qui dit, ben, qu'est-ce qui arrive quand une personne est motivée? C'est-à-dire qu'on s'insérait comme des personnes qui connaissaient mieux que les élèves qu'est-ce qu'eux vivaient lorsqu'ils étaient motivés ou même qu'est-ce qu'eux vivaient comme personnes dans un processus scolaire. Ce qui nous a mené, en fin de compte, à conclure que ils n'étaient pas, les jeunes avec qui on travaillait, ils n'étaient pas là au début de la conception du projet. C'était même peut-être même pas un besoin pour eux d'avoir ce type de projet-là. Donc, un enjeu qui est soulevé dans tout ça, c'est vraiment cette idée-là que les jeunes devraient être inclus dans la recherche dès l'idée émergente de la recherche parce qu'ils sont en mesure, en fin de compte, de pouvoir nous dire, bien, tu sais, vous avez une idée,
Mais nous, on peut vous dire, en fin de compte, est-ce qu'elle est pertinente? Comment on vit la situation qui est au cœur de cette idée-là? Puis, en fin de compte, de faire reconnaître leur expertise. Puis, en fin de compte, le pouvoir que crée le cadre traditionnel de la recherche, c'est qu'il dépose énormément de reconnaissance pour les chercheurs, les chercheuses, parfois pour les enseignantes, les enseignants, mais pas pour les élèves ou les personnes adolescentes avec qui on travaillait. Puis, en fin de compte, ça va à l'encontre du besoin fondamental de chaque personne de pouvoir dire qu'est-ce qui est bon pour eux puis de s'autodéterminer. Alors, à cet égard-là, nous, bien, on va avoir des mises en garde à faire tout à l'heure en ce qui concerne les organismes subventionnaires et ce cadre-là. Là. Oui, d'autant plus que c'est des étudiants du secondaire, donc ils ont déjà une expérience, une histoire scolaire tellement grande qu'ils en ont beaucoup à nous apprendre et à nous dire pour nous faire cheminer et respecter, en fait, leur processus. Donc ça, je pense que Stéphanie vient d'en parler, c'est-à-dire que ce qui est fait, puis l'ordre des choses aussi, mais on est contraint d'une certaine façon, parce qu'avant de déposer notre projet, d'obtenir notre certificat éthique pour aller voir les élèves puis les questionner. Donc, on va voir que structurellement, ce n'est pas simplement par choix du chercheur, mais des fois, c'est les contraintes qui font en sorte que ce soit la structure qui soit utilisée. Oui, puis en fin de compte, c'est par exemple quand on remplit nos demandes de subvention de recherche, ils vont nous demander que tous les outils soient déjà construits, le cadre théorique élaboré, les concepts identifiés, etc., alors que c'est quelque chose, des choses auxquelles peuvent participer les adolescents, les adolescentes lorsqu'on fait de la recherche avec. Donc, la première vague de bouleversement, là, c'est justement lorsqu'on a frappé ce mur qui faisait en sorte qu'on a pu voir comment aborder les élèves différemment que comme élèves dans cette salle de classe-là. Puis, c'est moi, Juliette? Oui. Ben, je peux l'aider. D'accord. Puis, en fait, c'est des personnes qui n'ont rien à voir avec l'école habituellement, qui nous ont ouvert les yeux parce qu'on a invité des personnes, des ressources externes, là, par exemple, un biologiste d'un parc provincial. On avait un slammer, donc un poète, en fait, là, qui est venu parler des figures de style et de la poésie et du slam. On avait en fait, un parcours historique. On avait toutes sortes de la région. On avait toutes sortes de personnes externes. Puis ce qui était absolument fascinant, c'est que nous, on était assises dans l'agence et quand on voyait ces personnes-là arriver, on ne les voyait pas entrer en relation avec les élèves comme des élèves en difficulté, incapables de comprendre ou pas, ne disposant pas des compétences, en fin de compte, pour être dans une interaction authentique juste comme personne. C'est qu'en voyant les personnes extérieures à l'école, en interaction avec les adolescents, les adolescentes, où, en fin de compte, ils les considéraient comme juste des personnes plutôt que comme des élèves en difficulté. On s'est rendu compte que nous-mêmes, notre regard qu'on portait sur ces jeunes-là, il était très formaté par la condition et la forme scolaire et que tout d'un coup, on voyait comment les élèves se révélaient comme personnes dans des interactions avec justement ces adultes qui les considéraient comme des personnes, point. Ça nous a vraiment poussé à reconsidérer là, notre propre posture d'experte, surtout en écoutant tout ce que les jeunes connaissaient et qui n'avaient jamais eu l'occasion, en fin de compte, de révéler. Les jeunes se sont révélés au sens de sujets connaissants. Et c'est pas, en termes peut-être que leur parcours scolaire a fait en sorte que lorsqu'ils arrivaient devant un manuel scolaire, c'était plus complexe, mais ce sont des personnes avec beaucoup de connaissances, des compétences, une curiosité, formulation de questions, un pouvoir d'agir tout aussi important que n'importe qui d'autre. Là. Donc, c'était vraiment là, ce repositionnement-là là, qui nous a été obligé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pensait quand même l'être.
C'est-à-dire que quand j'avais contacté, moi, ces personnes-là, à aucun moment, je n'avais nommé que c'était des élèves qui étaient en parcours diversifié ou en difficulté. Donc, j'avais cette préoccupation-là que l'étiquette ne les suive pas ou que ça n'occasionne pas de changement dans leur présentation. Mais je n'aurais jamais pensé que leur présentation aurait été quand même aussi complexe. Et Stéphanie l'a évoqué, puis c'est assez drôle parce que les figures de style, on aurait pu penser, parce que c'était bien au-delà du programme qu'on pouvait exiger de ces jeunes-là, parce qu'on se dit, bien, déjà, les plus simples, où ils ne sont pas engagés, ils ne sont pas motivés. Si vous aviez vu l'engagement de ces jeunes-là à travers le slam, à nous parler de tous les auteurs ou des compositeurs locaux de la région, puis identifier à travers leur œuvre les différentes figures de style. Mais je ne pense pas que j'aurais jamais proposé ça aux élèves en me disant « Ah, ils ont déjà été assez affectés par ce type de contenu-là, donc ils ne doivent pas être intéressés. » Mais du tout. Alors, ils nous ont vraiment, ces personnes-là, ouvert les yeux par rapport aux élèves, puis la manière de le transposer dans ce qu'on peut leur offrir. Donc, en fin de compte, c'est vraiment cette idée de la relation éthique, cette idée de la reconnaissance pleine et entière des individus, des personnes que nous avons vécues, à laquelle on a été confrontés. En fin de compte, on a dû se reconnaître, nous, comme étant des personnes qui n'avaient pas fait preuve de reconnaissance. C'est-à-dire vraiment s'asseoir puis se dire, OK, là, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner, qui remet en question le fait qu'on est en train de voir ces jeunes-là comme étant les indicateurs de la validité d'un dispositif. Là, c'est plus ça, on n'est plus là-dedans. Je me souviens qu'on était, nos bureaux étaient proches l'une de l'autre, puis on n'arrêtait pas de rentrer dans la carte de porte l'une de l'autre avec des... Quelle posture est-ce qu'on doit prendre maintenant pour arriver, en fin de compte, à avoir l'idée que si on veut vraiment pouvoir être dans une relation éthique avec la reconnaissance pleine et entière, il faut vraiment qu'on arrête de penser à toutes ces personnes-là qui participent au projet comme étant l'élève, l'enseignante, la chercheuse, puis qu'on devienne tous ensemble des personnes apprenantes et apprenant ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose là, qui nous a frappé. Je me souviens de Geneviève qui est arrivée en disant « On a besoin de rôles symétriques. » Donc, c'est vraiment ça qu'on a cherché à faire, c'est de se défaire de l'asymétrie de l'expertise et des rôles qui étaient assignés de l'extérieur par la forme scolaire et par, en fin de compte, la recherche, le cadre de la recherche, ce qui, en fin de compte, nous a amené à rejeter la surdétermination de nos intentions, des dispositions puis de nos comportements. Donc, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va laisser le fait qu'on est des chercheurs nous empêcher d'être assises avec ces jeunes-là et les personnes qui les accompagnent comme personnes apprenantes, comme dans des relations horizontales. Donc, c'était là un repositionnement super important pour nous. Puis, je dois vous dire que comme chercheur, ça peut être ébranlant quand on n'a pas été formé nécessairement à ces approches-là. Oui, puis dans ce sens-là, je dirais le fait qu'on était une équipe aussi, qu'on n'était pas seul, ça nous a permis de prendre ces opportunités-là. Parce que je ne sais pas si moi, personnellement, je l'aurais saisi. Parce que je me dirais, ah ben non, là, l'organisme subventionnaire m'a donné pour que je fasse tel type de recherche. J'ai dit que c'était tel outil. Donc, est-ce que je me serais contraint à rester dans ce cadre-là parce que c'est ce que j'avais promis, puis dans une perspective de redevabilité, finalement, devant l'organisme, je serais restée dans ça, mais j'aurais passé à travers, j'aurais occulté toute la richesse, finalement, de ce que la recherche, elle a donné, finalement, en termes de résultats. Donc, il y a différentes conditions qui nous ont permis quand même de se prendre et d'être vraiment à l'écoute de ce qu'on voyait, de ce qu'on entendait, puis de vaguer, d'aller avec ce qu'on entendait, parce qu'on a parlé des experts, mais tout à l'heure, il y avait un jeune aussi, je vous dirais, quand on était avec nos indicateurs de motivation, où, par exemple, pendant une présentation, l'élève reste couché, affaissé toute la période sur son bureau. Donc, on dirait que cet enfant-là n'est vraiment pas motivé avec nos codes de référence, il n'est pas assis, il ne prend pas des notes, il ne pose pas des questions. Mais on apprend comme un mois et demi, je pense, ou 2 mois plus tard, que dans le fond, à la remise des bulletins avec l'enseignante, la mère était revenue, puis elle avait dit « Ah, vous savez, telle présentation là, sur
ce sujet-là. Mon garçon, il n'a jamais été aussi engagé. Il est revenu de l'école, il m'a tout raconté. Il ne parle jamais de l'école. Donc, on a eu comme ça différents flashs ou en tout cas qui nous ont dit on est sur la mauvaise voie. Ça n'a pas de sens. Là, ce dont on est loin maintenant, on ne peut plus continuer dans ça. Alors, on a eu aussi des conditions qui nous ont aidés à se saisir et prendre la balle au bon pour s'ajuster aux personnes avec lesquelles on travaillait. Donc, c'est cette idée-là de douter, de se façonner, puis de se demander, OK, est-ce que c'est scientifique? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est-tu correct? Est-ce qu'on peut imaginer que notre projet de recherche, notre processus de recherche peut évoluer comme ça avec nous? Est-ce qu'on a le droit de se permettre de se transformer? Est-ce que c'est des savoirs qui sont tout aussi légitimes dans ce qu'on va apporter? Donc, on est venu, en tout cas, du moins avec ce premier ancrage-là, de voir que finalement, si nous-mêmes, on ne se remet pas en doute et on ne se permet pas dans une posture de chercheur, de rechercher, de penser qu'on ne va pas être transformé et qu'on ne peut pas être ébranlé par ce qu'on voit, ça présupposerait qu'on connaît déjà tout d'avance. Donc, quand on parle de écouter la voix des enfants, des adolescents, c'est qu'il faut être disposé vraiment, pas juste à l'écouter, à l'entendre et à la comprendre et à y faire face. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voit qu'on a fait différents ajustements au niveau méthodologique. Je ne vais pas lire tout ça parce que le tableau est aussi dans l'article, dans le chapitre, pardon, mais c'était simplement pour vous montrer l'ampleur des changements qu'on a apportés et surtout la nature. Si on regarde au départ, on avait un cahier de notes pour les élèves parce que pour nous, justement, si on veut garder des traces, mémoire, donc quand on a une présentation, bien, on doit prendre des notes. Mais ces élèves-là, pour la plupart, avaient un rapport à l'écrit qui n'était pas très, très positif et du coup, ils n'écrivaient rien dans leur cahier. Donc, on s'est dit, finalement, ce n'est pas un bon outil. Est-ce qu'on garde ça puis on dit que c'est ça le témoin qui ne sont pas motivés ou on écoute les élèves? Puis, finalement, on s'est rendu compte que lorsqu'on faisait des retours, par exemple, quelques temps après les présentations, des retours collectifs, ah bien là, les élèves avaient retenu tellement de choses puis étaient tellement... Donc, on co-construisait avec eux cette mémoire collective-là qu'on construisait. Donc, on voit que la modification autant des outils qui passaient beaucoup plus de l'individuel au collectif était beaucoup plus cohérent avec le type de recherche qu'on faisait, donc une recherche collaborative. Cette idée-là de finalement leur permettre d'avoir du pouvoir de se défaire de ce statut de personnes minorisées. Donc, on voit que les changements sont témoins de cette... Puis j'ajouterais aussi là, que les élèves, cette idée-là de permettre du pouvoir, ben, en fait, les élèves l'ont pris. Les jeunes, en fait, l'ont pris. Je dis les élèves, là, mais ces personnes-là impliquées dans le projet, là, on a eu des moments où les jeunes disaient, tu sais, ça ne marche pas ton affaire, là. Pourquoi tu me poses cette question-là? Puis, tu sais, ils se sentaient assez à l'aise avec nous pour nous le dire, puis en fait, nous rappeler à l'ordre que ben, c'est parce que là, tu es en train de passer à côté de ce que moi, j'aimerais dire, puis de ce que moi, j'aimerais faire. Là. Ça fait donc, on a eu cette possibilité-là là, de pouvoir échanger comme ça avec eux. Là. Donc, effectivement, c'est là qui nous a amené de sujets connaissants à co-chercheurs. Comme on dit, ils ont transformé les outils. C'est visiblement eux qui ont pris. Et c'est là, tout à l'heure, entre donner et prendre, il y a toute une distinction. Et là, on a mis les conditions en place pour que les jeunes ils prennent ce pouvoir-là, qu'ils nous disent « Ah, ben moi, j'aimerais ça aller chercher sur Facebook, même si d'habitude, tu sais, c'est pas une source où je vais aller demander à mon voisin parce que lui, là, il était présent quand il y avait ce pont-là ou les vestiges d'un pont, donc il doit connaître. » Donc, l'élève, comme on reconnaissait à l'élève qui nommait l'origine des sources comme étant légitime et valable, alors qu'habituellement, peut-être que la forme et l'institution scolaire ne reconnaît pas ces savoirs locaux-là de première ligne comme étant légitimes. Oui, puis j'ajouterais qu'en fin de compte, ça, c'est un exemple de leur prise de pouvoir, là, où en fin de compte, ils ont dit, tu sais, nous, on avait apporté des grosses briques, des livres, toutes sortes, on leur avait donné toute une liste de liens Internet, puis
ils nous ont essentiellement dit, mais c'est parce que non, on ne va pas utiliser ça. Nous, en fin de compte, on veut aller parler à du monde. On veut parler à des gens. Déjà, eux autres, ils étaient là, dans cette perspective-là de discuter avec les personnes. Donc, c'est ça, passer par Facebook pour trouver une personne à qui parler, un interlocuteur. Ce qui est intéressant, c'est que les écoles, par exemple, ont bloqué Facebook. Donc, les élèves ont agi avec beaucoup d'ingéniosité. Puis même en ce qui concernait les enjeux technologiques, là, parce qu'ils avaient des iPod Touch pour pouvoir s'enregistrer, ils sont passés à travers tous nos pare-feux et nos consignes là, parce qu'ils les utilisaient tellement mieux que nous. Donc, ils étaient non seulement des co-chercheurs, mais c'était nos experts de la technologie aussi là, dans notre projet. Là, c'était les élèves là, qui contrôlaient là, qu'est-ce qui se passait avec les outils. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'on est arrivé à construire. Moi, pour ma part, je sais que c'est le cas de Geneviève aussi, là, je suis éternellement reconnaissante à ces jeunes-là de m'avoir assez ébranlé pour que je remette en question justement là, comment se fait la recherche auprès des adolescents et des enfants, parce qu'on a participé à d'autres à d'autres projets de recherche là, où les apprentissages de cette recherche-là, on les a transposés en fin de compte à d'autres projets de recherche qui ont fait ce qui a fait en sorte qu'ils étaient beaucoup plus riches et beaucoup plus dignes d'être nommés recherche collaborative. Dans notre cas, on a un peu transformé le concept, là, plutôt Geneviève l'a fait là, avec le concept d'éco-collaboration. Mais en fin de compte, accueillir la parole de l'autre, ça ne veut pas juste dire dans un entretien semi-dirigé. Accueillir la parole de l'autre, c'est être à l'écoute à tous les moments de la recherche, particulièrement lorsqu'on parle d'une immersion sur le terrain. Puis, en fin de compte, on est arrivé à comprendre que la relation qu'on a établie avec ces jeunes-là, c'était une relation de personne à personne, de personne à part entière à personne à part entière, qui n'était pas restreint par des rôles particuliers. Et donc, aussi, une des choses à souligner, c'est que le développement du rapport-là, il s'établit dans la durée et l'écoute. Puis, on a vraiment eu le privilège d'être dans ces classes-là, cette école-là. Geneviève un peu plus longtemps que moi, mais au moins 3 ans. Donc, c'est dire que quand on arrivait, les élèves ont fini par nous appeler leurs chercheurs. Donc, on leur appartenait. Et puis, quand on arrivait à l'école, souvent, là, c'était pas la COVID. Donc, on a eu droit à des câlins, puis toutes sortes d'interactions informelles là, super enrichissantes avec ces jeunes-là. Donc, je te laisserai ce côté-là. Donc, au niveau des choix méthodologiques, on a vu vraiment une réelle prise en compte avec. Parce que comme Stéphanie disait, au niveau de la reconnaissance ou de l'expertise, quand on voit des gagnants qui disaient, mais on n'est pas obligé de participer à ce qui appartient, le professeur ou l'enseignant n'a pas besoin de participer à ce qui appartient à tel aspect de la recherche. Donc déjà là, ça présuppose que la personne n'est pas intéressée ou qu'elle n'a pas les qualifications. Alors que, je veux dire, il y a bien des enseignants qui sont aussi chercheurs, qui ont fait des maîtrises ou peu importe, ils peuvent être intéressés et ils ont quelque chose à apporter. Donc, même, comme on disait, des outils de collecte de données, donc d'avoir pensé que les jeunes adolescents pouvaient nous guider dans cette demande-là, mais c'est ça qui aurait dû être là. Et alors, on voit que, autant au niveau des choix méthodologiques, que la disposition des chercheurs est vraiment très importante dans ce sens-là. Et c'est là qu'on a revu un peu cette idée de tradition de la recherche-là. On a parlé dans un autre article, là, comment on parlait justement de la recherche collaborative à éco-collaborative, où on veut enlever ces frontières-là, de dire que, bon, mais les chercheurs, c'est ça, l'enseignant, c'est ça, l'élève, c'est ça, mais vraiment baigner dans le milieu, puis s'imprégner, puis mieux comprendre, en fait, les contraintes de chacun de part et d'autre. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en étant ensemble, en comprenant mieux le travail, écoutez, des fois, on a fait des tâches, là, vous diriez, mais là, c'est pas un chercheur de faire ça. Peut-être que ce n'est pas reconnu comme faisant partie du travail du chercheur, sauf que quand je fais ça, je suis en relation avec l'élève, justement, je n'ai pas de préoccupation de recherche, mais tout ce que j'entends, je l'accueille beaucoup plus parce que
je suis en interaction avec une personne qui est importante à mes yeux. Donc, des fois, on a joué des rôles qui, justement, habituellement, ne sont pas associés, mais on a pu voir que, justement, ça l'a vraiment réajusté cette relation de pouvoir-là où c'était plus prédéterminé en fonction de notre statut. Mais on a bien essayé de travailler ensemble à l'émancipation de chacun. Ça nous a permis non seulement d'atténuer les contraintes, parce qu'on s'est permis de faire des choses de part et d'autre, mais ça nous a permis de repousser les limites de l'action professionnelle qui nous est habituellement assignée. Et puis, donc, ça nous a permis à la fin d'édifier, sans nier le fait qu'on ait certaines particularités, mais on avait quand même une compréhension et une culture commune qui nous a permis d'y arriver. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, Stéphanie. Oui, puis je dirais, c'est intéressant parce que quand on était assise avec les élèves, souvent, ils nous disaient, bien, pourquoi tu ne poses pas cette question-là? Ou je me souviens d'avoir eu on avait des rencontres après nos journées d'école là, où on faisait, ou vers la fin de la dernière période de la journée, où on était tous assis ensemble et on discutait de la journée puis des activités. Puis les jeunes nous orientaient vraiment avec leurs commentaires là, en termes de méthodologie, mais aussi en termes où poser notre regard et comment le poser. Puis ça, c'est fondamental parce que ce sont des orientations qu'on n'aurait pas eues, nous, parce qu'on ne vit pas ce qu'eux vivent. On ne peut pas se substituer à leur expérience. Ça, c'est quelque chose qui a été super important pour nous. On avait déjà cette disposition-là de ne pas se substituer à leur expérience, mais dans la recherche qualitative que l'on fait d'habitude, mais là, c'était de ne pas se substituer à leur expérience dans le cadre du projet entier. Donc, à cet égard-là, je pense que c'est important de penser à repousser des frontières qui nous sont imposées souvent par les cadres subventionnaires, par justement là, une diversité là, de contraintes que l'on associe à la recherche que l'on peut réaliser auprès des enfants et des adolescents, puis de reconnaître en fin de compte que ils sont des sujets connaissants. Ils connaissent leur expérience, ils sont capables d'en témoigner, ils sont capables d'agir avec nous pour que l'on puisse élucider une question de recherche, un problème de recherche. Puis, en fait, compte, ils sont en mesure de le définir avec nous pour dire ça, c'est important. Il n'y a jamais personne qui nous écoute là-dessus ou il n'y a jamais personne qui est venu voir comment ça se passe pour nous quand on parle de cette thématique-là, de cette question-là. Puis, les impliquer dès le début, en fin de compte, c'est quelque chose qui apporte une dimension de reconnaissance, une dimension de reconnaissance de l'adolescent, de l'adolescente comme une personne à part entière, et puis qui nous permet d'être plus humains, en fin de compte, quand on rencontre de nos recherches, quand on rencontre des résultats, puis d'être beaucoup plus fidèle à l'expérience qu'on essaie effectivement de documenter. Voilà. Donc, on vous remercie beaucoup. On va prendre vos questions, commentaires. J'ai mis ici 2 ouvrages, qui est celle dont est issue cette présentation-là, le chapitre, mais aussi un autre livre que je trouvais intéressant puis que je trouvais qui témoignait bien de ce qu'on vient de parler. C'est la recherche-action collaborative, mais on voit bien que le collectif se sont appelés les chercheurs ignorants. Donc, je trouvais que c'était une belle humilité épistémique à laquelle on a essayé de vous partager la nôtre aujourd'hui. Voilà.